Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live sur BFM Business et BFM TV, un Facebook Live ce soir qui est consacré aux restaurateurs et aux restaurants qui ont connu une année terrible en 2020 et une année 2021 qui s'annonce tout aussi redoutable pour eux. Alors évidemment, on va revenir sur ce sujet-là. Comment voir la restauration l'année prochaine? Quelles grandes tendances? Comment survivre? Toutes ces questions, on va les poser à Bernard Boutboul. Bonjour Bernard. Bonjour Thomas. Vous êtes spécialiste du secteur, vous dirigez Gira, un cabinet de conseil qui justement conseille les restaurateurs dans leur transformation. Et donc avec vous, on va essayer justement de répondre un peu à ces grandes questions qui secouent le secteur de façon assez inédite, évidemment. J'en profite, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires. Bernard pourra y répondre au courant de ce live. Bernard, d'abord, pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux de la situation de la restauration? D'abord, est-ce qu'on peut parler déjà de faillite dans ce secteur-là et quelles sont les perspectives pour 2021? Alors, avant de parler de l'année 2020 qui vient de se terminer, parlons de ce qui s'est passé en 2017, 18, 19. Il faut savoir que la restauration était sur une trajectoire extrêmement forte de développement. On était en train d'approcher une croissance à 2 chiffres en 2019. Donc le marché était très porteur. Pourquoi? Parce qu'on rentre de moins en moins à domicile le midi pour déjeuner. Le soir, on sait de moins en moins cuisiner, donc on va de plus en plus à l'extérieur. Enfin bref, on était sur un marché porteur. Et puis soudainement, on a cet incident, ce grave incident de 2020 qui bloque tout et qui a laissé les restaurants fermés. Allez, j'arrondis les chiffres, pratiquement 60% du temps, ce qui est colossal. On a été consulté par le ministère du Travail et surtout par le ministère de l'Économie en confinement 1 et ils nous ont dit d'après vous quel va être l'impact. Et en avril, je leur avais dit l'impact risque d'être probablement un restaurateur sur 3 qui ne s'en sortira pas. Pourquoi un restaurateur sur 3? C'est tout simplement, il faut savoir que sur les 200 000 points de vente de restauration qui existent en France entre le service à table et la restauration rapide, 90% ce sont des indépendants qui sont tenus par un couple avec peut-être un salarié, des fois 0 salarié, peut-être 2 salariés. Donc, on a affaire à des petites structures qui, elles-mêmes, sont fragiles, étaient fragiles en 2019 et qui ont été encore plus fragilisées en 2020. Donc, en avril, on leur a dit 1 sur 3 et là, on a été reconsulté au mois de novembre et là, ils nous ont dit, avec ce qui se passe, vous êtes toujours à 1 sur 3 et on leur a dit non, malheureusement, on va être plutôt sur 1 sur 2, qui ne passera pas malheureusement. Donc, ça va faire de très gros dégâts. De l'ordre de 1 sur 2, ça veut dire 100 000 points de vente qui devraient tirer le rideau. Ça veut dire entre 150 et 180 000 personnes qui devraient se retrouver sur le carreau. Donc c'est énorme. Mais c'est pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est sous perfusion avec l'État. Entre les PGE, les prêts, les reports de charges, voire les exonérations de charges, le chômage partiel pris à 100%, les 1 500 euros, les 20% de chiffre d'affaires, les 10 000 euros. Enfin bref, c'est un secteur qui est très aidé par rapport à d'autres pays dans le monde qui ne sont pas aussi bien aidés, je trouve. Donc nous sommes aujourd'hui sous perfusion. Mais cette perfusion, le gouvernement va un jour ou l'autre la débrancher, malheureusement. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir les gros dégâts. Et je pense qu'il devrait le débrancher dans le 2e semestre 2021. D'accord. Donc le vrai risque, c'est surtout pour justement les petites structures, même si au début, c'était plus les grosses structures qui étaient passées entre les mailles du filet des aides étatiques. Là, aujourd'hui, la vraie inquiétude, c'est pour les couples, comme vous le dites, les indépendants, qui risquent évidemment de fermer leurs portes. Oui, c'est pour les petites structures, même si on a annoncé quand même des grosses structures qui étaient en difficulté. Je pense notamment à Courtepaille, je pense notamment récemment à Exquis, qui est une moyenne structure quand même, en tout cas sa filiale française. Je pense notamment à Flunch. Et malheureusement, ce n'est pas fini parce que j'aurais tendance à dire que ceux qui vont être le plus touchés sont ceux qui n'ont pas consacré leur année 2020 à l'agilité, à l'innovation et au fait de se réinventer parce que aujourd'hui on est obligé de faire de la restauration autrement. On a affaire à un consommateur qui a évolué, non pas
à cause ou grâce au Covid. Il a évolué et il évoluait déjà dans ses attentes vis-à-vis du restaurateur et vis-à-vis de son alimentation en général, bien avant le Covid. En 2017-18, on sentait déjà qu'il était en train de se passer des choses. Et je pense que l'année 2020, le Covid n'est qu'un accélérateur de ce qui était déjà dans les tuyaux avant. D'autant plus qu'il y a une appétence chez les Français pour les restaurants. Il y a vraiment une envie. D'ailleurs, j'avais remarqué entre les deux confinements, quand on regardait les créations d'entreprises, il y avait une explosion aussi de la restauration rapide. C'est-à-dire c'est un secteur qui a été très porteur et qui va continuer à être porteur dans les années qui viennent. Il y a une envie. Vous faites bien de le souligner parce que c'est tout à fait ça qui s'est passé en 2020. On n'a jamais eu autant de création d'entreprises. Alors plus dans la restauration rapide que dans le service à table, mais restauration rapide qui monte en gamme, qui devient de plus en plus haut de gamme. Et de l'autre côté, on a affaire à des consommateurs, à des Français qui sont de plus en plus frustrés de ne pas pouvoir aller déjeuner entre amis, en famille, de ne pas aller dîner, de ne pas aller boire des coups, de ne pas aller faire la fête, parce que la restauration est un moment de convivialité, de partage et de fête qu'ils ne peuvent pas faire depuis maintenant bien longtemps. Et c'est pour ça que c'est un marché qui est extrêmement porteur par les créations d'entreprises. Et c'est un marché qui est extrêmement porteur parce que les Français, lorsqu'on va réouvrir, je ne sais pas quand, probablement le week-end de Pâques, vont se précipiter dans les restaurants, dans les bars et vont vouloir vraiment se rattraper. Et puis en plus, les beaux jours arrivant, vous imaginez les terrasses. Pierre Benoît qui nous demande justement dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'ouvrir un restaurant après la crise, ce sera un enjeu, ce sera plus difficile, plus dur, ou alors justement on peut espérer surfer sur cette vague? Alors j'aurais tendance à dire surfons sur cette vague. Je vais vous dire, pendant toute l'année 2020, il y a eu ce que j'appellerais des vautours. C'est pas très gentil ce que je dis, mais c'est vraiment des vautours qui ont tourné autour des affaires en difficulté et qui se sont payés des fonds de commerce cassés en termes de prix. Bref, toutes les créations d'entreprises dont on parlait précédemment, ce sont des gens qui se lancent dans la restauration, qui disent c'est une opportunité incroyable, cette crise du Covid, pour se lancer, pour ouvrir. Et on a encouragé et on a accompagné beaucoup de créateurs d'entreprises qui se sont lancés en mai, juin, juillet, août et même jusqu'à la refermeture du 29 octobre. Donc, c'est le bon moment pour créer. Mais attention, en faisant de la restauration autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que, je le répète, on a affaire à un consommateur qui a changé. Attention. Alors ça, on va y revenir. D'abord, je voudrais faire un petit bilan de l'année 2020. On a eu quelques grands mots-clés qui sont beaucoup revenus. C'est la livraison, c'est le click and collect, par exemple. On a même vu la gastronomie, les 3 étoiles, se mettre à ces méthodes. Est-ce que c'est une accélération et surtout, est-ce que c'est inéluctable quand vous êtes restaurateur désormais de pouvoir livrer, de pouvoir faire du click and collect? Alors ça, c'est très intéressant parce que une des grandes innovations de l'année 2020, c'est effectivement que le click and collect, la livraison ou la vente à emporter, qui est du click and collect à l'ancienne, hein, sans être digitalisé, était réservé à la restauration rapide. Le service à table ne faisait absolument pas tout ce qu'on vient de faire là, ou très très peu. Et soudainement, puisque les restaurants, au sens propre du terme, étaient fermés, ils se sont dit on va quand même essayer de faire du chiffre d'affaires. Ils se sont lancés. C'était une première pour eux sur de la vente à emporter. Ils se sont digitalisés pour faire du click and collect. Ils se sont lancés sur des plateformes, les Uber Eats, Deliveroo, Just Eat et autres. Et ben là, ils ont dit que ça marchait. Ils ont vu que ça fonctionnait. Et ça, la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est ça a bien marché, la livraison, le click and collect et la vente à emporter, entre guillemets, par la force des choses. La question, est-ce que ça va être pérenne lorsque les restaurants vont réouvrir? Alors ça, c'est une grande question à laquelle je n'ai pas automatiquement la réponse. Mais je pense que ce sont des circuits de distribution de compensation quand les restaurants étaient fermés. Parce que les Français aiment être dans le lieu de restauration. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas se faire livrer, ils n'aiment pas emporter. Ils aiment beaucoup emporter. Ils aiment un peu moins se faire livrer. Mais bref, je pense qu'on va revenir à consommer quand même sur place, même si la livraison va monter d'un cran et le click and collect va monter aussi d'un cran parce qu'il y a des gens qui en ont pris l'habitude et qui disent bah, c'est bien de se faire livrer des trucs à la maison ou au bureau, c'est bien d'emporter, etc. Donc je pense qu'on va monter d'un cran. Mais de là à dire que le click and collect, que la livraison va remplacer la consommation sur place, ça par contre, j'y crois pas de la part des Français. La part de livraison de click and collect pendant d'abord les confinements et puis même avant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu vraiment une explosion justement de ces méthodes-là pendant l'année 2020? Alors,
Il faut savoir qu'avant 2020, en 2019, le click and collect pesait 2 milliards d'euros. Enfin, pardon, la livraison, excusez-moi, pesait 2 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires global France de restauration de 100 milliards. Donc la restauration, c'est pas non plus la livraison n'est pas un raz-de-marée en France, attention. Elle est montée d'un sérieux cran en 2020. Vous dire à quel niveau, je ne sais pas, mais grosso modo, ils ont dû faire à peu près 5 à 6 fois le chiffre d'affaires de 2019, ce qui est beaucoup pour eux, mais ça reste encore extrêmement faible parce que la livraison n'est pas répandue sur tout le territoire. Il y a une grande partie du territoire qui est en milieu rural. Là, il n'y a pas de livraison. Les livreurs ne sont pas là. La livraison, c'est très... allez, les 15 premières agglomérations françaises. On ne va pas beaucoup plus loin. C'est des cibles plutôt aisées. C'est des cibles plutôt très jeunes. Vous voyez, c'est pas un marché de masse. Enfin, ce n'est pas encore arrivé à un marché de masse. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont restés ouverts pour faire de la livraison et du click and collect nous disent tous, on plafonne, allez, entre 30 et 40% de notre chiffre d'affaires habituel. Pas plus. Pas plus. Alors, c'est bien parce que ça fait quand même tourner la machine. On reste présent à ses clients consommateurs, mais c'est à la limite de la rentabilité. À la limite de la rentabilité. Surtout, tu as un aspect de communication. Par exemple, avoir un site internet maintenant pour un restaurant, est-ce que c'est aussi devenu indispensable? Est-ce qu'on a besoin d'être sur les réseaux? Est-ce qu'on a besoin de cette nouvelle communication absolument? Avoir un site internet pour un resto, franchement, je ne suis pas sûr que ça soit indispensable. En revanche, qu'un restaurant soit sur les réseaux sociaux et existe sur internet sous une forme ou sur une autre, un resto doit être sur Instagram, beaucoup plus que sur Facebook. Quoique Facebook, c'est beaucoup mieux qu'un site. Enfin bref, il faut être aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour un restaurateur. Et c'est pour ça que je cite en premier Instagram, parce que Insta est vraiment le réseau social le plus adapté à la restauration. Pourquoi? Parce que Instagram, c'est du visuel. Et quoi de mieux que de voir une assiette qu'on va pouvoir consommer dans tel ou tel restaurant. Et franchement, c'est vraiment le réseau social le plus adapté. Le site Internet, ce que je reproche un peu au site Internet par rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est quelque chose de trop statique. Et aujourd'hui, la communication, elle est très interactive avec le client. Et il faut qu'il puisse converser avec le restaurateur, donner son avis, commander, payer. Enfin bref, il faut qu'il se passe de l'interactivité. Alors sur un site, généralement, c'est plutôt un site vitrine. D'accord. Alors, il y a une question qui revient évidemment beaucoup. On va la poser dès maintenant. Est-ce que vous avez une idée d'une période, d'un jour, d'une semaine, d'un mois où les restaurants vont enfin pouvoir rouvrir? Est-ce que qu'est-ce que vous fixez? Non, parce que je ne suis pas au gouvernement, mais par des diverses discussions de sources qu'on a chez IRA au gouvernement, il se pourrait bien que ça soit pour le week-end de Pâques. Je dis bien il se pourrait bien parce que c'est un objectif qu'ils se sont donné. Alors le week-end de Pâques, c'est dans 2 mois. Donc en 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses dans le mauvais sens comme dans le très bon sens. Et aujourd'hui, pour la première fois, Emmanuel Macron a tenu tête au comité scientifique, à son Premier ministre et à son ministre de la Santé. Je ne sais pas si vous avez entendu ça la semaine dernière, qui lui recommandait de reconfiner et lui, il a dit non. On va le tenter autrement, sans mesures restrictives supplémentaires, et il y croit, et moi j'y crois avec lui. Franchement, j'y crois avec lui. Il a juste demandé à ce qu'on soit raisonnable, qu'on fasse gaffe, qu'on se protège, machin. Il nous a même pas interdit il a même pas interdit aux Français de partir en vacances de février, c'est complètement dingue. Il aurait pu fermer les régions et qu'on ne bouge plus. Non, il a ni reconfiné, ni fermer les régions, ni fermer les départements. Ça veut dire que peut-être qu'il a une info qui lui permet de dire qu'on peut s'en sortir comme ça. Et puis c'est vrai que si vous regardez les courbes, nous sommes sur un plateau haut, mais on est sur un plateau, on n'est pas en montée. Il y a quand même une colère qui gronde, vous qui connaissez bien le secteur et vous qui travaillez avec les restaurateurs. Là, vous avez le sentiment que vraiment, il y a beaucoup de restaurateurs qui sont à bout aujourd'hui, financièrement et même psychologiquement. Ah oui, alors financièrement, ça c'est sûr, parce que les trésoreries ont fondu à une vitesse complètement dingue et elles continuent à fondre. C'est ça qui est très dangereux pour les petites structures dont on parlait tout à l'heure qui sont fragiles, parce que les banques vont pouvoir financer, mais pas éternellement quand même. Elles ne peuvent pas, surtout qu'elles ne savent même pas si les PGE vont être remboursés. Donc vous voyez, elles sont elles aussi dans une situation un peu d'interrogation.
Et votre autre question, c'était quoi? Excusez-moi. Finalement, qu'ils étaient à bout psychologiquement et que c'était très compliqué et qu'il y avait quand même cette colère-là qui était importante. Alors, c'est vrai qu'ils sont en colère et qu'ils sont très atteints psychologiquement. Le moral tombe de mois en mois, de semaine en semaine. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce qu'ils sont fermés, c'est parce qu'on leur donne aucune visibilité. À la limite, moi j'ai des clients à nous qui nous ont dit je préférerais qu'on nous dise réouverture le 3 septembre que de ne rien nous dire et laisser comme ça dans le vague. Donc, le problème qu'ils ont psychologiquement, c'est qu'ils n'ont aucune perspective, aucune date. Et d'ailleurs, le milieu de la culture a dit aussi la même chose aujourd'hui, il me semble. Ils ont eu des réunions avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, et ils ont dit donnez-nous une date, on veut une date. Mais c'est normal, psychologiquement, qu'un commerce ait besoin d'une date de réouverture. C'est normal. Et ça leur met le moral à plat, quoi, de ne pas avoir de date. Il y a Lily dans les commentaires qui veut rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le restaurant, c'est aussi un lieu de rencontre, de convivialité. Et ça, c'est aussi une particularité de la France, c'est qu'il y a cette appétence-là et ce besoin aussi de se retrouver. On ne peut pas faire seulement de la livraison et du click and collect. C'est vraiment aussi un lieu, le restaurant. Oula, oui, et c'est pour ça que je disais que la livraison ne remplacera jamais, ni le click and collect, ni la vente à emporter, ne remplacera jamais le lieu dans lequel on se rend, alors pas seul, au moins à deux, si c'est pas à 3 ou 4 ou à 5 pour faire la fête, pour passer un bon moment, pour partager un moment de convivialité. Et ça restera toujours. Il y a quelques peuples dans le monde pour qui le restaurant est un moment de convivialité, de plaisir, de partage et de fête. La France en fait partie, les Italiens en font partie, les pays latins en font partie. Voilà. On est comme ça. Les anglo-saxons sont beaucoup moins attachés à cet aspect-là, et c'est pour ça d'ailleurs que la livraison est 10 fois supérieure dans les pays anglo-saxons que chez nous. Parce que oui, on peut faire la fête à la maison ou la fête au bureau, quoique, mais c'est pas pareil que d'être dans un restaurant. C'est autre chose. Il y avait aussi un autre phénomène, alors vous allez nous expliquer, c'est la dark kitchen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu aussi ce phénomène qui est apparu il y a quelques années? Oui, alors la Dark Kitchen est une invention de nos amis canadiens. Ils ont inventé ça il y a une bonne dizaine d'années. On a travaillé avec des Canadiens, on a fait des salons au Canada. Et en fait, une Dark Kitchen, c'est quoi? C'est une cuisine qui est montée sous forme de laboratoire. Enfin bref, c'est une cuisine qui est uniquement dédiée à la livraison. Je dis bien uniquement dédiée à la livraison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait même pas de vente à emporter, ni de click and collect, ni de consommation sur place, pour la bonne et unique raison, c'est que le consommateur ne viendra jamais dans ce laboratoire, puisque c'est uniquement dédié à la livraison. Alors la Dark Kitchen est une excellente idée d'optimisation de son modèle économique, puisque cette Dark Kitchen peut se permettre d'avoir un emplacement qui n'est pas terrible à la limite, puisque les consommateurs n'y viennent pas. Et donc, le loyer et l'acquisition coûtent beaucoup moins cher que d'avoir un restaurant qui a pignon sur rue. Et puis, les Français étant très créatifs, eh ben, c'est eux qui ont créé des déclinaisons de la Dark Kitchen. Je cite l'exemple de Sushi Shop, qui fait donc des sushis, comme tout le monde le sait, qui a plus de 200 points de vente en France et qui a créé une marque virtuelle qui s'appelle Pokai. Et cette marque virtuelle est fabriquée par les walkers qui sont chez Sushi Shop, par les sushiman. Et pourquoi ils ont décidé de faire du poké? Tout simplement parce que le poké et le sushi ont la même base qui est le riz. Autrement dit, le fait de créer une marque virtuelle à l'intérieur de mon établissement, j'optimise mon outil de travail, je développe le chiffre d'affaires à marge plus importante. C'est tout simplement génial. Ça, c'est une invention française. Ça n'existait pas aux États-Unis et au Canada. Et on a aussi des petits génies qui ont aussi inventé comment je pourrais appeler ça, la Dark Kitchen déportée. Je pense notamment à nos amis du groupe Big Mama, qui eux n'ont pas monté une Dark Kitchen, ils ont juste été sollicités des petits restaurants italiens dans Paris en leur disant est-ce que ça te dit que je vienne fabriquer mes pizzas chez toi, en même temps je te file un coup de main, mais je fabrique des pizzas évidemment que pour moi dédiées à la livraison à partir de chez toi. Évidemment, toi tu fais pas de pizza, en tout cas tu fais pas mes pizzas dans ton restaurant. Et je trouve ça génial comme optimisation parce que le petit restaurant italien il a tout à gagner parce qu'il a de la main d'œuvre presque gratuite. Et le groupe Big Mama a tout à gagner parce qu'il peut couvrir tout Paris en livraison, ce qui est compliqué à faire aujourd'hui quand on a 2-3 restaurants dans Paris.
Donc la dark kitchen est vraiment une amélioration du modèle économique de la restauration. Mais attention, elle repose sur la livraison, qui n'est pas sûre de faire des cartons dans les semaines, les mois et les petites années qui viennent. J'ai l'impression qu'on a un peu deux modes différents, c'est-à-dire des restaurants un peu traditionnels qui vont rester traditionnels avec cet attachement au lieu de convivialité, et puis peut-être une partie de la restauration rapide qui va beaucoup plus utiliser ces dark kitchen, peut-être ces livraisons. Est-ce qu'on a un peu justement cette scission entre deux modes de restauration un peu différentes? Non, je crois pas, parce que la dark kitchen mise sur le fait que la livraison va être exponentielle dans les années qui viennent. Et là, je pense qu'il y a une petite erreur de compréhension de l'évolution du marché, parce que c'est pas que je ne crois pas à l'évolution de la livraison, je pense que c'est un peu tôt pour la livraison en France. Je m'explique. Il y a une génération qui, elle, va bouleverser le marché demain, c'est la Z, celle qui est née autour des années 2000. Cette génération-là va vouloir demain, lorsqu'ils seront établis, lorsqu'ils auront un job, lorsqu'ils auront un pouvoir d'achat, donc c'est pas tout de suite, c'est dans 5, 6 ans, 7 ans, vont vouloir se faire livrer tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Alors ce que je viens de dire là, c'est lourd de conséquences, parce que quand ils veulent, cette génération-là ne comprend pas qu'à partir de 22h ou 23h dans certaines villes, on ne peut plus se faire livrer. Cette génération-là ne comprend pas quand je dis où ils veulent. Ils ne comprennent pas que pour se faire livrer, il faut que je sois soit à mon bureau, soit chez moi. Ça, ils ne comprennent pas. Avec la géolocalisation, je peux me faire livrer dans les bois, au coin de la rue, etc. Et ceux qu'ils veulent, alors là, c'est probablement ce qui nous a le plus étonné chez eux, ils nous disent, je comprends pas, parce qu'en France, on a des livreurs spécialistes. Alors lui, il fait de l'alimentation, lui, il fait de l'apéro, lui, il fait des plateaux de fruits de mer, etc. L'autre, il fait je sais pas quoi. Moi, à 2h du matin, j'ai envie d'avoir un paquet de coton, une pizza et un paquet de clopes. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, dans 5 à 7 ans, la livraison va exploser, et vous imaginez avec qui elle va exploser, parce qu'il est en train de se préparer pour faire ça, parce que c'est lui qui va prendre la livraison en France, c'est Amazon. Parce que Amazon étant le meilleur logisticien au monde, Amazon est le seul qui est capable de vous livrer dans un temps extrêmement réduit un maximum de choses à l'endroit que vous voulez. Et c'est ça ce qui va se passer dans 5, 6 ans, 7 ans. Et aujourd'hui, moi j'ai eu des contacts avec Amazon qui me disent « Ouais, t'as raison, on laisse tout le monde s'essouffler, mais on se prépare, on travaille. » Et Amazon est en train de préparer tout ce qui est food. Ils ne connaissent pas le food, hein. Jusqu'à présent, ils livraient que du non périssable. Ils ont commencé avec des bouquins, des DVD, etc. Maintenant, il y a tout, mais c'est surtout du non périssable. Et là, ça y est, depuis 2-3 ans, ils ont attaqué le frais. Ils ont passé des accords avec Monoprix, comme par hasard. Ils ont racheté une chaîne de supermarchés très implantée dans la restauration aux États-Unis qui s'appelle Whole Foods. Enfin, je veux dire, on sent bien qu'ils sont en train de travailler le sujet, ça c'est clair. Et ils ont créé Amazon Fresh, voilà, ils sont en train de bosser le truc, voilà, ils se préparent. Mais ils ne se pressent pas. Le marché n'est pas encore explosif en France. D'accord. Pour revenir un peu sur la situation des restaurateurs, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus sur Facebook, justement, comment anticiper cette reprise? Comment faire pour justement impulser cette reprise? On a par exemple Sandrine qui évoque peut-être, est-ce qu'on pourrait avoir une baisse de la TVA dans la restauration? Est-ce que ça pourrait être une solution? Aussi peut-être pour accélérer la réouverture des restaurants, peut-être ouvrir uniquement le midi et non pas le soir. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces solutions pour essayer de retrouver cet élan? Alors, au risque de décevoir Sandrine, c'est tout à fait le contraire qui va se passer avec la TVA, malheureusement, parce qu'il faut savoir que la France est passée de 19,6 à 5,5% en 2009, pour remonter à 7, pour remonter à 10. Et le problème, c'est que la TVA aujourd'hui n'est pas un problème franco-français, est un problème européen. Et l'Europe, que ce soit avec le Portugal, l'Espagne qui sont très hauts en TVA et nous qui sommes très bas, va se réunir autour de 14, voire 15, voire 16%. Ce qui veut dire que j'ai bien entendu les voix qui se sont élevées pour réduire le taux de TVA, mais malheureusement, il ne faut pas y compter, ça va être le contraire qui va se passer. Et ça aurait dû se passer s'il n'y avait pas eu le Covid. Vous savez, c'est comme les retraites. Le gouvernement a mis
la pédale là-dessus parce que c'est pas le moment. La TVA européenne, c'est pareil. L'Europe a mis un petit frein là-dessus parce qu'on peut pas faire ça aujourd'hui aux restaurateurs. Donc, malheureusement, on va pas vers le bas, on va plutôt se réunir tous autour d'une TVA européenne qui devrait se situer entre 14 et 16%. On n'en sait rien pour l'instant. Voilà. D'accord, donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour les restaurateurs. Et puis alors cette idée peut-être commencer par ouvrir le midi, peut-être pour rassurer les pouvoirs publics, pour montrer que ça fonctionne, parce que les restaurateurs ils sont prêts justement à appliquer un protocole sanitaire strict. Est-ce que ça peut être aussi une solution? Franchement, c'est une solution qui a été évoquée avec le gouvernement, mais je ne crois pas que c'est une solution très envisageable pour les restaurateurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des restaurants qui sont plutôt tournés en termes d'activité le midi et moins bien le soir. Et puis vous avez aussi un max de restaurants qui sont plutôt festifs, qui sont plutôt le soir. Et on ne va pas pouvoir dire à 200 000 points de vente, bon, vous réouvrez que le midi. On va pénaliser un restaurateur sur deux une fois de plus, parce qu'il fait le gros de son chiffre d'affaires à partir de 17-18 heures avec des after-work, des dîners, fêtes, etc. Et il ne fait pas grand-chose le midi. Je ne pense pas que ça soit une option réalisable. Je pense que quand le gouvernement va nous dire on réouvre à telle date, on va réouvrir, mais complètement. Voilà, complètement. Et sans restriction de journée, ni de date, ni d'horaire, ni même de terrasse, puisque les maires, un peu partout en France, sous l'impulsion de la mairie de Paris, ont dit qu'ils allaient prolonger les autorisations de terrasse, entre guillemets, un peu sauvages. Là, je ne sais pas si vous avez suivi ça, qu'on voit dans toutes les grandes villes. Et ça, je trouve ça bien que les maires aient donné cette autorisation. Ils l'ont prolongé pour l'instant jusqu'au 30 juin, mais je pense qu'ils vont le prolonger encore 6 à 12 mois derrière, je pense, pour faire un petit cadeau aux restaurateurs, ce qui serait très bienvenu. On a aussi Jonathan qui se demande où en est le fonds de solidarité. Est-ce que vous observez aussi de votre côté beaucoup de restaurateurs qui attendent toujours impatiemment les aides? Est-ce que vous constatez des retards là-dessus? Oui. Malheureusement, oui, j'entends beaucoup encore de restaurateurs qui n'ont pas été indemnisés ou qui n'ont pas reçu les fonds. Oui, mais là, on ne peut pas faire grand-chose. Je sais que le ministre d'économie fait tout pour que ça s'accélère. Il y en a qui l'ont reçu, il y en a d'autres qui ne l'ont pas reçu. Donc, pour l'instant, c'est très, très irrégulier. Ça tarde. Je ne sais pas pourquoi ça tarde d'ailleurs, mais ça tarde, c'est vrai. Jonathan aussi Jérôme, pardon, qui nous signale que les grands oubliés sont aussi les fournisseurs. Parce que ceux-là ne sont pas fermés administrativement, mais évidemment dépendent des restaurants. Vous savez, un jour de fermeture d'un restaurant, je vais vous donner 3 chiffres pour vous montrer un peu de quoi on est en train de parler. C'est 30 millions de repas qui ne sont pas pris hors domicile. Une journée de fermeture, c'est 30 millions de repas qu'on ne prend pas à l'extérieur du domicile. Une journée de fermeture, c'est 280 millions d'euros de chiffre d'affaires qui s'envolent. Et un jour de fermeture, c'est 84 millions d'euros d'achat de fournisseurs alimentaires pour la restauration. Donc, vous prenez le nombre de jours de fermeture sur l'année, vous multipliez par 84 millions d'euros et vous voyez ce que les fournisseurs de la restauration, de l'agriculteur au distributeur, au cash and carry, bref, tout l'écosystème qu'il y a autour du restaurateur, qu'ils ont perdu en chiffre d'affaires. C'est colossal, c'est colossal. C'est vrai qu'on parle beaucoup des restaurateurs, c'est bien, mais on ne parle pas de tous leurs fournisseurs qui sont aujourd'hui pas à l'arrêt total, parce qu'il y a des fournisseurs qui bossent aussi avec la grande distribution, qui, elle, se porte pas trop mal d'ailleurs en ce moment, mais ça compense pas la perte qu'ils ont avec les restaurateurs. Et je vous dis même, il faut même remonter avec les agriculteurs. Hein. Nous, on a été en contact avec des agriculteurs, des éleveurs, qui sont vraiment très très mal aujourd'hui, parce que la restauration est à l'arrêt. Et c'est une source de chiffre d'affaires pour eux très importante. D'accord. J'en profite. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Hein. On essaiera d'y répondre d'ici la fin du live. Il y a aussi un autre enjeu pour la reprise, c'est que les Français sont, ces dernières années, devenus de plus en plus exigeants, peut-être versatiles. Et donc, il y a un besoin de renouvellement dans les restaurants aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'ils sont devenus plus exigeants. Je pense qu'ils réclament de plus en plus ce pourquoi ils vont dans un restaurant. Je m'explique. Il y a certains restaurants en France qui ont oublié les fondamentaux du métier de restaurateur. Les fondamentaux du métier de restaurateur, c'est quoi, si on simplifie? C'est une assiette et du personnel bienveillant qui a la banane, qui vous chouchoute, qui vous accompagne, qui vous suggère, qui prend votre commande, etc. Et il y a des restaurants où l'assiette bof et le service, il est plus que bof.
et ben là, le consommateur, là, il décroche. Là, il est très sévère. Alors, il décroche. Est-ce qu'il faut appeler ça de l'exigence? Non. Il faut appeler ça tout simplement qu'il souhaiterait que les restaurateurs refassent le job, tout simplement. Et de dire qu'il est exigeant, non. Moi, je pense qu'il réclame juste ce pourquoi il paye. Et en plus, je vais vous dire, la grosse erreur qu'on a fait dans la restauration ces 15-20 dernières années, c'est que dans les salles de restaurant, il se passe plus grand-chose. On est devenus des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Et aujourd'hui, on a affaire à un consommateur qui réclame le grand retour du service en salle. Qu'est-ce que j'appelle le grand retour du service en salle? Bien évidemment, s'occuper du client, le chouchouter, lui suggérer, lui prendre sa commande, être très concentré, l'écouter, etc. Enfin bon, ça c'est la base. Mais aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire de faire revenir le spectacle en salle. Des finitions à la table, des petites découpes, de verser la sauce dans votre assiette. Enfin bref, c'est ce que j'appelle du spectacle. Le spectacle, c'est tout bête, hein. Mais le spectacle, ça peut aller jusqu'à arrêter de dire à la fin d'un repas à une table, est-ce que vous voulez la carte des desserts? On ne demande pas à des clients s'ils veulent la carte des desserts. On dit aux clients qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer. On a dit ça j'ai dit ça devant une conférence il y a 2-3 ans, etc., à des entrepreneurs dans la restauration plutôt innovants, etc. Et à la sortie de la conférence, ils m'ont dit « Ouais, tu as raison, il va falloir qu'on trouve une solution pour améliorer, par exemple, la vente des desserts au lieu de dire « Est-ce que vous voulez des desserts ?» Et ce qu'ils ont eu comme idée, c'est qu'à la fin du repas, ils débarrassent votre plat, ils vous demandent rien, si vous voulez carte des desserts, ils vous demandent rien du tout. Ils reviennent avec un petit plateau sur lequel il y a 3-4 pâtisseries ou un plat de tiramisu en disant combien je vous en mets pour terminer le dessert, ouais, pour terminer votre repas. Je ne sais pas si vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Là, on est véritablement dans le service, faire plaisir à un client. C'est ce que j'appelle le spectacle en salle, c'est-à-dire qu'il se repasse des choses. Et tous les restaurants qui font ça, et il y en a, aussi bien en France qu'en Europe et même aux États-Unis, au Canada, comme par hasard, c'est des restaurants qui sont full, les gens aiment y retourner et ils passent vraiment un bon moment. Le restaurant, c'est un moment, c'est pas uniquement de manger quelque chose. C'est un moment que je passe avec des gens, c'est un moment que je passe avec mon assiette, c'est un moment que je passe avec les gens que j'ai en face de moi aussi. Voilà. C'est ça qu'on a peut-être un peu perdu chez certains restaurateurs. Alors, vous me racontiez tout à l'heure, avant qu'on commence le live, en 1995, vous avez eu une petite idée justement pour booster les ventes de desserts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Ouais, voilà, vous savez de quoi je parle. En 1995, donc il y a bien longtemps, ouais, un de nos clients avec qui on était en train de travailler me disait, t'as vu, nos ventes de desserts sont en train de chuter, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors j'ai commencé par lui dire, ça serait bien de faire d'autres desserts, etc. On a tenté, ça marchait pas. Et puis à un moment, je me suis dit, pourquoi on n'innoverait pas en s'inspirant d'ailleurs de la gastronomie. La gastronomie, vous savez, en fin de repas, quand vous prenez votre café, votre thé, tout ça, vous amène des mignardises au milieu de la table. Et je lui ai dit, pourquoi on ne ferait pas le même système, sauf que ce serait des mignardises personnelles. Chacun aurait ses mignardises. Et il me dit, mais comment ça? Alors je lui dis, je sais pas, une mini tarte, une mini glace, une mini, je sais pas quoi, un gâteau avec le café. Bref, une très belle assiette assez sympathique. Et puis, de fil en aiguille, on a créé en 95 le café gourmand. En 2019, puisqu'on ne va pas prendre 2020 comme référence, c'est 2 repas sur 3 au restaurant qui se terminent par un café gourmand. Donc c'est énorme, les Français adorent. Les Français aiment de terminer le repas par un café gourmand ou un thé gourmand, hein, c'est pas obligé que ce soit un café. Et on voit aujourd'hui des cafés gourmands magnifiques avec 3, 4, 5 items même. Ils adorent ça. Vous savez, les Français font partie des 4-5 peuples dans le monde qui préfèrent terminer leur repas par une note sucrée, contrairement aux anglo-saxons qui sont plutôt entrée-plat. Nous sommes plus plat-dessert. Et on boude un peu le dessert et on adore le café gourmand. Et puis c'est parti. Aujourd'hui, 2 repas sur 3 qui se terminent par un café gourmand, c'est énorme, énorme. Ok, le café gourmand. Alors, c'est pour parler un peu des nouvelles tendances de consommation. Qu'est-ce que vous avez vu apparaître justement ces dernières années, voire en 2020, en 2021? Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelles tendances de consommation dans les restaurants en France? Je ne sais pas s'il va y avoir de grandes tendances qui vont révolutionner le marché de la restauration. On était déjà sur une trajectoire d'un comportement alimentaire qui est un comportement flexitarien. Je vous m'explique. Un flexitarien ou une flexitarienne, c'est quelqu'un qui a décidé de diminuer un peu sa consommation de bœuf et d'en manger de meilleure qualité. Je dis bien un peu et non pas de
d'arrêter sa consommation de bœuf, et de temps en temps d'alterner avec une assiette végétarienne qui a du goût et qui lui fait également plaisir. Et ça, ce sont des flexitariens. Alors, aujourd'hui, en France, on a 3% de végétariens. On ne va pas faire des restaurants pour eux. Ce n'est pas des fans de restaurants. Il y a 0,2% de véganes. On va encore moins faire de restaurants pour eux, des restaurants végétaliens. En revanche, nous serions, et ça, ce n'est pas des chiffres à nous, ce sont les nutritionnistes et les médecins qui nous ont dit ça, nous serions en France 47% de flexitariens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous appeliez McDonald's ou que vous vous appeliez Thierry Marx, sur votre carte, vous devez avoir de 1 à 3 références végétariennes ou végétaliennes. Non pas pour les végétariens et les végétaliens ou les véganes, mais pour les flexitariens que nous sommes à raison d'un Français sur 2. Mais c'est énorme, c'est énorme. Ça va se développer. Et quand j'entends dire que la viande réduit sa consommation en France, la phrase, elle est fausse, prise comme ça. La consommation de viande chute à la maison. En revanche, elle continue à grimper en hors domicile. Mais par contre, avec de la viande plus haut de gamme, on a des steakhouse premium qui sont en train de se monter partout en France et les gens, ils adorent. Mais ils alternent aussi avec du végétal. Ça, c'est vraiment une grande tendance, le flexitarisme. Et puis, l'autre grande tendance, c'est, comment je pourrais dire, la réduction de la quantité dans l'assiette. Ça, c'est une grande tendance. Alors, il y en a certains pour qui c'est la lutte contre le gaspillage, mais la plupart, c'est pas ça. C'est je réduis le nombre d'assiettes, je démultiplie les assiettes, que je pose tout au milieu et c'est une notion de partage. Autrement dit, on est en train de rattraper les Espagnols, les Italiens, les Libanais, etc., vers tout ce qui est partage. Les Espagnols, ils ont le tapas, les Libanais, ils ont les mezzés, les Italiens, ils ont les antipasti. Ben nous, on a notre forme à nous de partage avec notre restauration et notre cuisine traditionnelle où on se prend 5 ou 6 assiettes et puis on se les partage et on picore là-dedans et puis peut-être qu'on en prendra 2 ou 3 autres après. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très fort, puisque dans les cartes de restaurants, à part la gamme entrée, plat, dessert, il y a une 4e gamme qui a vu le jour depuis 2-3 ans maximum, qui est la gamme à partager. Et dans à partager, vous avez des entrées, des plats et des desserts. Et on a fait mettre au restaurateur, d'ailleurs, à partager 3 petits points ou pas. Et il faut laisser le consommateur libre de dire non, ça je le prends pour moi tout seul, ou alors non, on peut se le prendre à partager. Il faut laisser le consommateur libre de la structure de son repas et de la quantité qu'il souhaite absorber. Est-ce qu'il y a une question aussi de l'approvisionnement plus local? Est-ce qu'il y a une tendance sur l'écologie, sur le plus sain, manger plus sain? Est-ce que c'est aussi des valeurs fortes de l'année, des années qui viennent? Alors l'écologie, pour être très clair, c'est pas encore une grande sensibilité, une grande préoccupation des restaurateurs. Même si on en parle beaucoup, ils en sont pas là. En revanche, être plus sain dans l'assiette, là, oui, c'est une grande tendance. Et quand je dis sain, c'est peut-être aussi moins calorique, moins sucré, moins gras. Je dis bien moins, pas complètement, pas sucré, pas gras, etc. Parce que on a travaillé beaucoup avec des grands chefs côté cuisine et des grands pâtissiers côté pâtisserie. Quand je leur ai dit que les Français étaient sur une trajectoire de healthy gourmand, ils m'ont dit comment est-il possible de faire du healthy? Healthy, c'est bon pour ma santé, gourmand, ça a du goût et ça me fait plaisir. Et ils me disent comment faire du goût si tu m'enlèves le sucre, tu m'enlèves le beurre, tu m'enlèves le gras. Voilà, donc ils ont tourné en rond là, et ça y est, on commence à avoir des grands pâtissiers qui sortent des pâtisseries légèrement moins sucrées, des remplacements du beurre, des remplacements du sucre pour certains, etc., des remplacements du gras. Enfin bref, on commence, ça y est, à trouver des alternatives qui sont moins caloriques, moins sucrées, moins gras, mais qui procurent quand même du plaisir. Et ça y est, vraiment les chefs et les grands pâtissiers sont vraiment sur cette piste-là très intéressante. Très intéressante. Et l'approvisionnement local, est-ce que c'est aussi une question qui commence à monter dans le secteur de la restauration? Alors, le consommateur, il y est un peu sensible. Ne pensons pas que tous les consommateurs attendent ça de tous les restaurateurs. C'est pas vrai. On attend d'abord un restaurateur, ça soit bon avec la banane. Voilà, c'est la première attente. Si effectivement le restaurateur fait travailler l'agriculture locale, qui fait travailler le local, qui fait travailler les producteurs locaux, c'est un plus. Mais c'est pas une, comment je pourrais dire,
c'est pas ça qui fera le succès du restaurant, parce que c'est pas une attente première. Et je ferai le distinguo entre le locavorisme, puisque le locavorisme, c'est 200-250 km autour de mon restaurant, par rapport au circuit court. Parce qu'on parle beaucoup des deux, et il ne faut pas confondre, parce que le circuit court, je sais pas, pour prendre un exemple, je peux acheter par exemple mes ananas en Martinique en circuit court. Donc attention, le consommateur n'est absolument pas sensible au circuit court, le consommateur est beaucoup plus sensible, en tout cas pour certains, sur le locavorisme, c'est-à-dire faire travailler mes agriculteurs locaux, faire travailler le local en fait. Voilà. Et ça, les consommateurs y est de plus en plus sensibles, il va l'être de plus en plus. Par contre, il faut que le restaurateur le dise. Plus il est transparent avec ses clients, avec ses consommateurs, plus le consommateur y est sensible. Mais il faut le dire. D'accord. On a vu ces dernières années, alors ça fait un moment maintenant, l'émergence des pizzerias de plus en plus chic, de plus en plus classe. On a vu l'arrivée du burger qui aujourd'hui est indispensable maintenant quand vous faites de la cuisine française, entre guillemets. Est-ce que selon vous, il y a un produit fort qui pourrait arriver aussi ou alors c'est assez imprévisible finalement ce genre de produit qui s'impose dans la restauration? C'est tout à fait imprévisible parce que qui aurait pu penser, alors je ne parle pas du burger parce qu'il existait, mais qui aurait pu penser que le tacos aurait fait le raz-de-marée qu'il a fait? Parce que le tacos est une invention pure et dure. Parce que le tacos, pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France. Le tacos, c'est mexicain. Bref, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les restaurants mexicains sont un peu embêtés avec cette histoire de tacos parce qu'il y a une confusion. Enfin bref. Mais par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que ce qui fonctionne, ça a quand même une équation un peu magique chez les Français. Je m'explique. En France, dès que vous mettez un morceau de protéine entre deux morceaux de pain, c'est le carton. Je m'explique. Le sandwich, regardez le bagel, c'est pas du tout dans notre culture, ce n'est qu'un morceau de protéine entre deux morceaux de pain. Le croque-monsieur, le hot dog, le burger, qui est un morceau de protéine entre deux morceaux de pain. Enfin bref, les Français adorent le pain. Et tout ce qui est à base de pain en France, c'est magique. Et en fait, il ne faut pas dire à base de pain d'ailleurs, il faut dire à base de blé, à base de pâtes, parce que la pizza fait partie aussi de cette catégorie de produits magiques qui fonctionnent en France. N'oublions pas que les Français sont co-recordman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitant. Hein. Nous adorons la pizza parce qu'on aime la pâte. On aime tout ce qui est à base de blé, on aime le pain et le sandwich, il s'en vend 2,7 milliards par an en France, c'est incroyable, c'est vraiment le produit leader de snacking qui n'a aucune chance d'être rattrapé par aucun des produits. On aime tout ce qui est à base de pain. C'est vraiment le secret de la réussite en France, le pain. D'accord, peut-être un message pour les futurs restaurateurs qui voudraient se lancer après la réouverture. D'ailleurs, peut-être pour conclure un peu ce live, peut-être un conseil à donner, un message à envoyer justement aux restaurateurs qui sont effectivement dans une situation très compliquée. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui? Alors moi, j'ai envie de leur dire une seule chose. Préparez-vous, parce que quand on va réouvrir, ça va être le méga carton. On va faire plus que l'année 2020, mais ça, c'est facile. Mais je dirais même plus qu'on va faire plus que 2019. On va monter très très fort. La restauration est un marché extrêmement porteur. Ne pensons surtout pas que les gens vont être, comment je pourrais dire, effrayés d'aller dans les endroits où il y a du monde. Au contraire, moi je pense qu'on va repartir comme avant. Et excusez-moi l'expression, peut-être en pire. Donc voilà, on est comme ça. Regardez ce qui s'est passé sur le canal Saint-Martin à Paris dès qu'on a fermé les restaurants. Tout le monde s'est retrouvé à boire des coups, etc. Il a fallu que la police intervienne. Enfin bref, on ne pourra pas empêcher ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas la distanciation sociale d'1,50 m sur les tables. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la température. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du gel hydroalcoolique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter le masque. Je dis, mettons tous ces gestes barrières. Mais vous verrez que les gens feront la fête, même avec tous ces gestes barrières, et que la restauration est un marché qui va décoller, mais grave, vous allez voir. Voilà, c'est une belle note d'optimisme pour finir. Écoutez, merci beaucoup Bernard Baudeboul de nous avoir accompagnés pour ce Facebook Live. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour toutes vos réactions aussi dans les commentaires. Et puis, à très bientôt pour un prochain Facebook Live sur BFM Business et BFM TV. Merci Thomas, merci à tous. À bientôt.